Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Un numéro particulier aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir une personne que j'ai découverte. Alors, je ne veux pas vous faire plus de suspense. Donc, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Bonjour Madame Catherine Katungu-Fora, Madame la ministre de la Culture de la République démocratique du Congo. Un plaisir. Merci beaucoup. Ça va? Ouais, très bien. Alors, je m'adresse à vous. J'ai vu Madame la ministre à l'UNESCO. J'ai été invité. Vous savez que je suis apartisan, comme on dit, et plus la politique, parce que la politique, j'aime ça, mais je suis apartisan. Mais là, j'ai le parcours d'une femme qui m'interpelle, et donc Mhm. j'avais vraiment envie de vous avoir, et merci d'avoir tenu votre parole, parce que vous Merci. m'avez dit que vous viendriez, Ouais. et nous voilà. La tradition dans mon émission, Mhm. c'est que on se tutoie. Ok. Je vous ai posé la question, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de problème pour vous, mais le protocole impose le vouvoiement. Donc, on va se vouvoyer. Ok. Donc, pour la première fois dans la bulle, on va faire un vouvoiement, mais c'est pour des raisons de protocole. Comment allez-vous d'abord? Moi, je vais très bien. Je suis ici chez vous et je me sens à l'aise parce que j'ai rencontré des bonnes personnes. Vous êtes la ministre de la Culture en République démocratique du Congo. Ouais. Nous sommes dans une librairie dans la ville de Levallois-Perret, limitrophe de la ville de Paris, au cœur même de tout le foisonnement de l'économie, ici, et nous sommes dans une librairie. Et nous sommes dans les sous-sols, dans les archives, et je voulais, moi, vous inviter ici parce que nous sommes dans les livres. Vous êtes Mhm. ministre de la Culture, et j'aimerais que vous me disiez, s'il vous plaît, avant de commencer, votre parcours. Comment est-ce qu'on arrive ministre de la Culture en RDC? Merci beaucoup. Je suis très enchanté d'être reçu, d'être accueilli par euh, vous dans cette émission. Mais au moins, j'ai été très, très intéressé à venir parler avec vous. J'ai entendu parler de vous et j'ai trouvé que c'était une opportunité pour moi. Je suis qui? Madame Catherine Katungu-Fura. Je suis la ministre en charge de la culture en République démocratique du Congo. Depuis que j'ai pris mes fonctions, l'appellation même de mon ministère a changé. C'était avant culture et art et avec la nouvelle donne, c'est culture, art et patrimoine. J'ai un long parcours. J'ai commencé comme toute personne. D'abord, mon cursus scolaire, j'ai étudié à Goma. J'ai fait l'université en droit et en profession, je suis avocate au barreau de Goma, c'est en province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Je suis d'abord activiste des droits humains avant d'être cette femme politique dans un parti politique actif dans notre pays. J'ai un parcours de 20 ans comme accompagnatrice des femmes victimes de diverses violations, vulnérables et des enfants, parce que deux catégories de personnes quand même qui ont connu beaucoup de problèmes et qui sont pratiquement des sans-voix dans la majorité des cas. Et j'ai considéré que j'étais cette personne-là, cette épaule sur lequel ces gens pouvaient venir poser leur tête quand ils avaient besoin d'être écoutés et d'être accompagnés et protégés. Mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous dites, moi, je vais défendre ces gens-là? Quelle est la fibre là? La fibre, c'est déjà dans la communauté, dans ma famille, d'où je viens. Je suis issu d'une famille chrétienne où il y a des normes, mais il y a aussi des situations un peu pas très correctes. Il y a la distinction des gens, la discrimination, moi je dirais, qu'il y en a ceux qui sont plus grands que les autres. Et dans ma famille, j'ai compris que les femmes avaient du courage par rapport aux hommes. Et j'ai considéré que je pouvais jouer ces rôles pour plaider la cause des autres, qui, eux, étaient dans la condition où les femmes chez eux n'avaient pas accès à la parole. Et dans la communauté, j'ai vécu où on considérait que les femmes devaient rester, faire certaines choses et les hommes avaient accès à tout. J'ai eu un parent, mon père et ma mère étaient des personnes qui m'ont beaucoup encouragé, qui m'ont poussé à être la solution aux problèmes des autres, qui m'ont poussé à avoir le temps d'écouter et de soutenir les gens qui ont besoin d'être protégés. Je l'ai eu donc à partir de ma famille. Dans la communauté, j'ai trouvé qu'il était opportun qu'on trouve des personnes qui doivent plaider pour les autres. Et j'ai accepté de le faire en choisissant moi-même l'option que je devais faire. C'était un peu une façon de montrer que
Les droits, même si on pense que c'est masculin, mais les droits, c'est ce qui est le plus égalitaire possible de tous. Donc, je me suis engagé par les contextes dans lesquels j'ai grandi, mais beaucoup plus par défi. En fait, vous êtes féministe. Vraiment, ce que vous êtes en train de dire, allez, mesdames, on peut le faire. Bon, je ne sais pas si je peux dire que je suis vraiment féministe, mais je protège les droits de ces femmes qui ont été écrasées, ces femmes qui n'ont pas eu accès à la parole, ces femmes qui ont été victimes dans toutes leurs situations et leurs conditions. Les enfants aussi, parce que souvent, ils sont accompagnés, ils accompagnent les femmes. Le président Félix Tshisekedi est nommé. À quel moment est-ce que vous rentrez dans le gouvernement? Je suis entré au gouvernement, c'était en 2021, mais avant, j'ai tellement été dans les questions de plaidoyer en faveur toujours de femmes, dans les associations de droits de femmes, dans les associations de juristes engagés pour la question de la femme. Et j'ai commencé à sentir que je faisais trop la dénonciation, trop la victime. Donc, c'était trop seulement la victime où je dois pleurer sans savoir avoir une solution au problème. Je réalisais qu'il était grand temps de voir ce qui se passe de l'autre côté, là où on prend des décisions. Et j'ai été intéressé par une idéologie de quelqu'un qui croit en l'égalité, à la non-discrimination, au mieux-être de la communauté, à l'amélioration des conditions des gens, dans un pays où il fait beau vivre, où on a droit et on accède à tout ce qu'on veut. Et je me suis engagé, j'ai approché cette idéologie et le mentor, l'autorité de cette idéologie. J'ai choisi d'entrer dans le parti de l'UNC, l'Union nationale congolaise, où l'autorité morale, c'est Vital Kamerhe, qui est un homme de parole, un homme qui soutient les gens qui n'ont pas de voix. J'ai pensé que dans son parti, j'ai retrouvé ma place et que je pouvais, dans cette idéologie, changer de camp, aller là où je vais aller avec mes victimes, pas seulement comme victime, mais comme actrice de leur destin. Ça fait combien de temps que vous êtes au gouvernement? Ça fait 2 ans et demi, donc nous avons été nommés, c'était en avril 2021 et ça fait 2 ans et quelques mois. Donc déjà en avril 2023, nous avons fait 2 ans au gouvernement. Le gouvernement qui a connu d'ailleurs un aménagement. J'étais au premier, donc depuis 2021 jusqu'au 2022. Et puis, j'étais encore reconduite dans le deuxième. Vous êtes une femme sur qui on compte. Je pense on doit compter sur moi parce que j'ai vraiment la volonté de donner mon énergie, toute ma passion, ma volonté, un peu ma connaissance, ma contribution, à la construction de la base de notre pays. En tant que ministre de la Culture, quelles sont les principales initiatives prises par votre ministère pour promouvoir la culture congolaise au Congo et à l'international? Il y a de base, nous partons sur, la norme, comme la loi est la base de tout et pour la politique, il y a la loi, mais aussi il y a les programmes du gouvernement. Le programme qui a été, adopté par, le parlement et ces programmes qui a défini les axes et les piliers selon chaque secteur et moi, en entrant en contact avec, la lettre des missions qui a été définie pour mon secteur par le premier ministre, bien évidemment par, le président de la République dans sa vision, j'ai considéré qu'il était grand temps que nous puissions animer le secteur de la culture dans notre pays. Parce que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, je suis la 53e ministre. Donc c'est un ministère qui a toujours existé, qui a toujours été là. Mais moi, j'ai trouvé qu'il fallait qu'on puisse animer ces secteurs-là sur base des axes définis, de piliers, le pilier de la promotion, de la protection de la culture, des arts et du patrimoine. D'abord, il a fallu que je puisse, moi, avec les gens qui m'entourent, c'est-à-dire mon cabinet, mais aussi tous les secteurs, c'est-à-dire les services, les établissements, les institutions, j'ai demandé qu'on puisse révolutionner les choses. C'était trop endormi, il fallait qu'on puisse réveiller ce qui était endormi. Dans l'animation, j'ai considéré qu'il fallait qu'on passe d'abord par identifier tous les arts, selon qu'ils soient identifiés universellement comme c'est reconnu, et essayer un peu de voir est-ce que ça entre dans notre réalité.
Effectivement, j'ai trouvé que ça entrait dans notre réalité. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont revenus vers moi pour dire, on a compris maintenant ton combat parce que c'est dans les Jeux de la francophonie récente, ici, que nous avons connu, qu'il y a des activités, il y a des arts, il y a des actions que nous avons découvertes, ne sachant pas qu'on avait des talents dans notre pays par rapport à cela. C'est-à-dire, j'ai essayé un peu d'identifier avec toute mon équipe et mes experts les arts et qui sont des acteurs, des opérateurs dans ces arts dans notre pays. Est-ce que ça existe? D'autant plus qu'il y a des institutions par rapport à cela. Il y a effectivement des opérateurs, des acteurs, des amateurs comme des professionnels. Et il a fallu qu'on puisse vraiment voir comment on va le mettre en présence et le faire connaître. Nous avons essayé de mettre les contenus dans les concepts, qui est le concept du patrimoine, qui n'était pas tout le temps reconnu, attaché au concept de notre appellation, de l'appellation de notre ministère. Et ces contenus, c'est la question de l'héritage, c'est-à-dire du patrimoine. Le patrimoine, c'est au pluriel, ce n'est pas un seul, c'est pratiquement tous les patrimoines et ici les patrimoines culturels. Dans les patrimoines culturels, nous nous sommes dit, on puise où? C'est toujours la base, c'est la loi. On doit puiser dans les conventions, parce que dans notre loi, ce n'était pas très, très bien défini, d'autant plus que ce n'était pas dans l'appellation, mais au moins il y a des conventions. Notre pays fait partie des Nations Unies et il y a des conventions des Nations Unies dans tous les secteurs. Et dans les secteurs de la culture, il y a beaucoup de conventions qui définissent un peu les patrimoines. C'est quoi les patrimoines à protéger? Et là, nous avons essayé un peu de répertorier, d'identifier les patrimoines immatériels, immatériels, matériels, physiques, historiques, naturels, aquatiques et tout. Donc, en même temps, cette connaissance, ça existe. Ça existe dans notre pays parce que le pays est riche, le patrimoine est aussi très important, mais à un moment donné, il faut que les gens sachent effectivement c'est quoi. Et ce patrimoine, c'est la richesse de nos ancêtres dans toutes les générations et dans l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui et qui va continuer. Donc, on parle des ancêtres, on parle de l'histoire. Ouais. Vous avez fait un petit voyage, non? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce voyage? Et ce voyage vers l'Amérique latine a été particulier pour moi parce que dans l'identification et le contenu pour le patrimoine, il a fallu que nous puissions revenir à nous, c'est-à-dire à l'histoire, notre identité, notre origine. Et je ne pouvais qu'aller là où nous sommes en contact avec le monde. Et c'est en Sianfumu. Sianfumu, c'est les premiers sites de l'Ouest d'air que j'ai déclaré comme premier site de la route des esclaves dans notre pays, de la traite négrière. Et arrivé là-bas, parce que j'apprenais en même temps et j'ai découvert des choses, j'ai demandé au président de la République et au premier ministre de m'accorder d'aller entrer en contact avec les afro-descendants parce que ce sont nos frères qui sont partis et qui ont besoin de savoir que nous les reconnaissons et nous les aimons et nous avons besoin de garder les liens avec eux. Mais on est dans quel pays? Nous sommes au Panama, c'est à Portobello, précisément, là où je suis allé un long voyage. Et je me suis dit, comment ils étaient partis d'ici, de Sianfumu, parce que c'est après mon arrivée à Sianfumu que je suis rentré pour dire, je dois aller voir là où mes frères, mes ancêtres sont allés quitter ici jusqu'à arriver à Sianfumu, jusqu'à arriver à Portobello. Je suis entré en contact avec l'ambassade. Tout était facile. Tout était pas facile parce que dans le programme du gouvernement, on me dit de faire, de participer au traçage de la route des esclaves à l'ouest comme à l'est. C'est-à-dire, on fait ce passage, cette route-là, et on essaie un peu de créer, de revenir à nos origines pour contribuer, participer à la réécriture de notre histoire qui a été vraiment longtemps ignorée et falsifiée, je vais le dire, et je suis conséquente en utilisant ce mot-là, falsifiée, parce que tout le temps, on ne nous a pas parlé de cette route des esclaves. On voulait les garder, mais au moins, l'histoire reste têtue. Et ça nous rattrape toujours. Voilà que je suis allé à Portobello, où j'ai rencontré mes frères, mes sœurs. Parce qu'à Portobello, si je peux insister, vous trouvez les gens qui aiment leur origine. Ils ont gardé le nom Congo. Quand vous arrivez à Portobello, la pancarte qui vous reçoit, ça dit « Bienvenue à Congo ». Congo au Portobello, c'est très loin. Et on vous montre déjà que nous avons gardé nos valeurs ici.
dans l'accoutrement, dans notre façon de garder le contact avec les ancêtres, dans l'utilisation du tambour, dans l'utilisation de la danse, de la musique, mais aussi dans l'utilisation de notre sculpture, de la peinture et des chants, des danses, des théâtres. Donc, c'est pratiquement toute notre vie que j'ai trouvée là-bas. Et je me suis dit, vous restez ici, mais nous vous attendons chez nous. Voilà que je viens vous chercher parce que tout ceci ne doit pas rester ici. Retournez voir d'où étaient venus nos ancêtres. Donc en fait, les combats, quand vous menez les combats, vous les menez pas de manière superficielle. Vous allez vraiment profondément à la racine des choses. Tu t'imagines, tout le temps, quand j'ai fait un peu le parcours, quand nous cherchons à révolutionner, on pensait que la culture, c'était seulement une histoire de la danse, de la C'est musique. ça. J'ai découvert en arrivant, en étant là-bas, qu'il n'y avait pas plus scientifique que la culture. Pourquoi est-ce que selon vous, la culture est scientifique? Oui, la culture est scientifique parce que les recherches se font, les analyses continuent à se faire, l'histoire est là, est têtue, l'archéologie parle vraiment de la culture parce que tout puise dans la culture, dans l'archéologie et le reste, c'est vraiment la science, l'anthologie est là, les recherches scientifiques, comme je le disais, les historiens, la géographie elle-même, la sociologie, l'anthropologie, c'est vraiment ça la culture. Et c'est pourquoi je me dis, elle est vraiment scientifique, ça reste là, c'est des axiomes, et nous devons les garder, les protéger, les conserver pour toutes les générations. Même s'il y a des créations aujourd'hui, il y a des créations qui vont venir demain, mais au moins on part de ce qui est historique, on doit conserver ce qui est aujourd'hui, et on prépare déjà la place pour ce qui viendra, mais en gardant, en conservant ce que nous avons. Là, on est parti pour des heures hein, à discuter parce que je vois que vous êtes passionné et Vraiment. c'est intéressant. Madame la ministre, pouvez-vous nous parler des projets visant à encourager la création dans la jeunesse congolaise? Nous avons des projets, comme je l'ai dit, nous puisons toujours du programme du gouvernement. Et ces projets, ça part d'abord de l'identification des artistes. Alors, il faut qu'on identifie ces artistes, qui est dans quel domaine et quelles sont ses œuvres. Ça, c'est l'étape de l'identification parce que tant on ne connaîtra pas ces répertoires, l'identification de tous ces artistes, on risque de ne pas être en mesure de mettre en place le cadre légal pour le protéger. Donc, il faut faire un inventaire Oui, exhaustif de tous les artistes. tous les artistes et de leurs œuvres. Ouais, Parce qu'il y a artistes et artistes, des amateurs comme des professionnels, mais au moins on est artiste parce qu'on a des œuvres ouais. et qu'on doit faire connaître, on doit vivre de cela. Mais c'est un travail colossal. Il est colossal, mais avec la modernité aujourd'hui, la technologie et tout, on est à mesure de le faire. Vous comptez numériser tout Oui, ça? on ne sait pas vraiment c'est passé de la numérisation. Une solution, nous arrivons à faire quand il y a cette technologie, il y a cette évolution-là. Nous ne pouvons pas être en reste. Nous devons avancer avec la révolution et avec la technologie. Donc, c'est possible, même s'ils sont nombreux, le pays il est grand, la capitale Kinshasa avec 26 provinces tout autour, il y a des artistes partout et tout, nous devons le faire et profiter évidemment de l'expertise qu'il y a. Donc, nous, non seulement identifier les artistes et leurs œuvres, mais identifier aussi les experts dans chaque domaine pour nous accompagner. Ils existent, ils sont là, ils se sont présentés, ils se sont prononcés au pays comme à l'étranger, donc comme dans la diaspora, les identifier et avoir à adapter notre législation parce qu'elle est obsolète par rapport à la question de la culture et on est en train de mettre cela à jour. Quand nous avons été nommés comme ministres, nous avons estimé qu'il était grand temps qu'on attire la jeunesse à s'intéresser, parce que la jeunesse est beaucoup plus dans la création, effectivement. Alors nous avons demandé aux jeunes dans les universités, nous avons invité à créer des projets, des startups qui vont pratiquement attirer les autres à savoir comment valoriser le travail qu'ils sont en train de faire. Nous avons aussi mis en place les systèmes de partenariat. C'est-à-dire, quand les gens sont identifiés, est-ce qu'ils acceptent d'être partenaires du ministère de la Culture, c'est-à-dire du gouvernement? Parce que le secteur de la culture, c'est un secteur vraiment libéral. Mais quand vous acceptez d'être partenaire, c'est pour permettre au gouvernement d'accompagner et d'encadrer et de faire la traçabilité des appuis, des subventions et des échanges. Parce que finalement, la culture, c'est de l'industrie, c'est de l'économie.
Tout le monde doit retrouver son compte dans ce qui est en train de se faire. C'est la modernité. Alors, il faut qu'on puisse aller voir ce qui se passe ailleurs et nous adapter et atteindre le niveau. Et donc, les initiatives, c'est d'abord la base légale, la protection des artistes qui sont déjà identifiés, leurs projets, comment on les intègre dans les programmes des gouvernements, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour les accompagner et ensuite, et ce qui est très important, c'est le projet de renforcement des capacités. Votre conseiller, Magloire, parlait de ICC, Ouais, les industries créatives et culturelles. ouais. Vous pouvez m'en dire deux mots? Les industries culturelles créatives, ça représente deux choses. Les infrastructures, les équipements et les compétences à côté et cette créativité maintenant, hein, les arts, les œuvres, la créativité et le respect des normes et des principes et maintenant les business. Parce que quand on parle d'industrie, on voit l'économie directement. C'est comment on gagne leur vie dedans, les contrats, ça se passe comment, les alliances, ça s'est fait. Donc, chacun doit retrouver son compte. L'État aussi. Parce que quand on fait l'industrie, l'État ne va pas faire sans retrouver son compte. Quand les opérateurs culturels se retrouvent dans ce qu'ils sont en train de faire, l'État retrouve son compte. Ils vont payer leurs impôts, et ils vont organiser, ils vont réaliser des choses. Le budget de l'État va recevoir de l'argent et ça va contribuer bien évidemment à replacer la culture à sa place. Ces opérateurs culturels économiques vont contribuer effectivement à l'économie de notre pays et vont être considérés et valorisés. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. S'il devait y avoir une place d'importance de ministère, quelle serait, selon vous, quelle place aurait le ministère de la Culture? Pour moi, donc, le chef, il est là, le président, le premier ministre, le président, le patron du gouvernement. Moi, je pense qu'après lui, il fallait que ce soit la culture. Pourquoi? Parce que la culture, ça traite l'homme. Cet homme-là, qui doit mettre maintenant un système autour de lui, c'est cet homme-là qui est ancré dans sa culture, qui connaît la valeur qu'il a apportée, qui connaît son rôle, l'identité, la richesse, le patrimoine, l'héritage, et doit jouer un rôle d'éthique. L'éthique, c'est-à-dire avoir le modèle, le valeur. Parce que c'est cet homme-là avec des valeurs qui va savoir piloter l'économie, piloter l'environnement, piloter l'intérieur, la sécurité, la défense, l'éducation. Et donc, c'est cet homme-là. Et c'est là où moi je place la culture. Donc, elle est tellement transversale. C'est une colonne vertébrale. C'est la colonne, donc elle est tellement là que les autres maintenant, ces transversales se retrouvent à partir de cet homme qui a des valeurs, cet homme qui a cette identité, qui a sa patrie et qui doit maintenant contribuer à ce qu'on aille encore de haut en haut. J'imaginais pas que vous me répondiez comme ça, Ouais. mais alors c'est clair, c'est très clair. Vous êtes venu ici en France en visite pour quelques jours, en visite officielle. Vous êtes passé par l'UNESCO, vous avez fait quelques interviews. Est-ce que vous avez une idée de la part de la diaspora congolaise ici et du poids qu'a le rayonnement congolais à l'international? J'ai essayé d'analyser, évaluer, peut-être c'est trop fort parce qu'il faut quand même qu'on prenne le temps pour évaluer l'importance de la diaspora et l'importance du Congolais vraiment dans le monde. Je me dis que le pays a connu beaucoup de problèmes. Nous avons connu beaucoup de problèmes de sécurité, des problèmes d'infrastructure, nous n'en avons pas, des problèmes d'enseignement, bien évidemment. Les niveaux, à un moment donné, a vraiment basculé. Mais au moins, il y a des Congolais qui sont venus vivre ailleurs, qui ont appris, qui regorgent vraiment des ressources et des capacités, des compétences, et qui aimeraient, moi je pense, rentrer et amener au pays ce ils ont appris. Donc, je me dis que ce que j'ai vu dans la salle, quand j'ai été en contact avec mes frères de la diaspora, j'ai trouvé les gens qui ont toute la volonté et qui pensent peut-être que les portes et l'air sont fermées parce qu'ils ont toute la volonté de retourner, d'amener ce qu'ils peuvent, de connecter notre pays, de le mettre vraiment au standard, à la hauteur. Ça, j'ai vu, la volonté. Tu t'imagines, mon frère, les gens sont venus sur invitation. Ils sont venus de partout. Oui, à Paris, mais les autres sont venus de la Belgique et d'ailleurs. Ils ont payé leur transport. Ils se sont nourris. Ils sont arrivés à temps.
Et ils sont restés dans la salle. C'était prévu que ce soit une activité de 2 heures de temps, mais ils sont restés jusqu'à tard. On devait terminer à 20h30. Nous avons terminé presque à minuit. Personne n'a crié, personne n'a montré qu'ils étaient venus perdre leur temps. J'ai compris que nous pouvons compter sur nos frères de la diaspora parce qu'effectivement, ils ont les soucis de voir notre pays se relever, prendre de l'envol. Partout où je suis arrivé, évidemment, en Amérique, dans d'autres pays d'Afrique, parce que j'ai commencé aussi beaucoup de voyages avec les autres pays d'Afrique, et surtout avec l'inscription de la rumba, je suis allé vers le genre. Nous voulons que la rumba ne soit pas seulement prise comme cette musique. C'est la musique, oui, mais en tant que patrimoine, nous voulons que dans notre identité, ce que nous faisons bien puisse porter ce nom de la rumba. Parce qu'effectivement, c'est notre tradition, c'est notre image, c'est notre identité, c'est notre science. Donc, je voudrais que, au-delà de cette rumba qui est la musique, que tout ce qui nous caractérise, tout ce qui nous distingue, tout ce qui a trait à notre identité, porte le nom de la rumba pour faire non seulement sa promotion, mais pour montrer l'image positive du Congolais. Parce que partout où est le Congolais, il cherche à faire quelque chose et il garde à cœur son appartenance à son royaume Congo, son appartenance à sa terre. C'est vraiment très important. Et je voulais dire que pour, par exemple, la question de la numérisation, par exemple, ou la question de la technologie, la diaspora a cet avantage. Les contacts avec le monde extérieur, connaître plusieurs civilisations, mais aussi connaître un peu l'utilisation de la technologie. Notre pays, le Congo, est vraiment au centre. D'ailleurs, avec l'environnement, avec la question climatique et tout, nous sommes parmi les pays qui sont des pays solutions. Donc, si nous sommes la solution pour l'environnement et tout, et l'environnement est culturel, c'est-à-dire le Congo peut sauver le monde. Et ça sauvera le monde avec les Congolais, pas loin et sans les Congolais. Et donc, je crois aux Congolais à l'étranger comme aux Congolais au niveau national. Parce que ceux qui sont au niveau national, ne vous en faites pas, ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont restés garder l'image de ces Congos qui attendaient les Makambweko Baluka. C'est quand même quelque chose. Et c'est que moi, je voudrais que les liens soient forts. Est-ce que la diaspora est accueillie et peut contribuer? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que les liens soient facilités d'une part? Mhm. Et d'autre part, dans la communauté juive, il y a ce qu'on appelle faire son alia. Mhm. Faire son alia, c'est rentrer au pays. Mhm. Vous avez les papiers, enfin, ça prend un petit peu de temps. Est-ce que vous pensez qu'on peut, nous, Congolais de la diaspora, je dis nous parce qu'effectivement je suis congolais, un jour faire notre alia, retourner au Congo et avec les papiers ou alors une double identité, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une possibilité, selon vous, d'une intégration, d'une réelle intégration? L'intégration est là déjà parce que beaucoup de membres des institutions, il y en a ceux qui sont venus de la diaspora. On a toujours dit que les faits ont toujours précédé les lois. Les lois sont faites des humains. Les lois connaissent des modifications par rapport à l'importance et à la vitesse de l'évolution. Moi, je ne suis pas pessimiste par rapport à cette question-là. La question d'appartenance, elle est d'abord la question des cœurs, de l'âme. C'est la question de notre ADN. Je rencontrais un enfant aujourd'hui qui me parle dans une langue de chez nous. Un enfant qui est né ici à Paris, il parle dans une langue parce que ses parents, nés aussi ici à Paris, mais ont gardé ces liens avec chez nous. Et cet enfant me le dit avec bonheur, avec beaucoup d'amour. C'est que peut-être moi, je suis né chez nous, je suis resté chez nous, j'ai mes enfants là-bas. Je ne sais pas leur donner ce que je viens de voir dans cet enfant né à Paris, en France, et qui a cette âme-là, ces cœurs pour chez nous. Donc, je voudrais dire que la question de la diaspora, c'est une question qui se traite désormais. On ne peut pas se cacher. La question de la diaspora, c'est au centre de toutes nos discussions. J'étais invité au Sénat dans une question orale avec débat. On m'a dit, qu'est-ce que vous envisagez faire pour que la culture chez nous puisse rayonner? Dans les réponses, je dis, c'est recréer ces contacts avec notre diaspora et profiter de cette diaspora pour rayonner effectivement
la question de papier, la question, je vous ai dit que moi, dans la culture, j'ai demandé aux artistes de s'identifier. Ce n'est pas seulement les artistes au pays, ce sont les artistes aussi qui sont dans la diaspora. D'accord. S'identifier, c'est passer, vous entrez en contact avec les cabinets ou directement avec le secrétariat général de mon ministère, c'est l'administration qui est tout le temps. Vous êtes tracé dans le répertoire et dans la disquette même de notre ministère. Vous êtes congolais, vous êtes investisseur. Et là-bas, je viens avec la question même du partenariat. Quand on est partenaire, nous sommes en partenariat avec d'autres gens qui ne sont même pas congolais et qui investissent dans notre pays et qui sont en train de faire des choses en faveur des Congolais, en faveur des gens de notre pays. A fortiori, les Congolais de la diaspora qui ont toutes les capacités, toutes les compétences et qui voudraient venir investir. Et de surcroît, dans la majorité, ce sont des jeunes. Or, notre espoir, la puissance, le souci est que les jeunes prennent les responsabilités, prennent les choses en main. Parce que nous ne comptons que sur la jeunesse. La jeunesse, on disait que c'était l'avenir de notre pays. Mais moi, et le chef de l'État, d'ailleurs, il le dit dans beaucoup de ses discours, et moi j'y crois, il dit que la jeunesse, c'est le présent. Donc ce n'est même pas l'avenir, c'est le présent. Et dans la diaspora, la majorité, il y a la jeunesse. Et donc, nous comptons sur cette jeunesse à présent. Et c'est la jeunesse au Congo comme cette jeunesse qui est dans la diaspora. Et je sais que les législateurs congolais, suivant ce que je suis en train de faire, doivent voir dans quelle mesure il devra donner cette ouverture au Congo d'évoluer et de profiter de tout ce qui peut profiter pour que son développement soit effectif et que la durabilité dans les actions puisse profiter et aux Congolais qui sont restés au pays et aux Congolais qui sont à l'étranger et qui voudraient contribuer à leur façon au développement et à la relance de notre économie. Pardon, ce que vous êtes en train de me dire, le travail, il est colossal. Ouais. Et vous êtes pleine d'énergie et ça donne envie. Mais je me demande, est-ce que ça suit? Ça suit parce que nous sommes en train de dire que nous ne pouvons pas avoir autant de missions, autant de projets sans avoir les moyens de notre politique. Et le gouvernement, il est conscient. Il est conscient du fait qu'il faut donner beaucoup de moyens pour effectivement avoir les résultats que nous voulons atteindre. Et le moyen, c'est effectivement le budget. On doit commencer par produire. Et la production, évidemment, c'est dans le mine, dans l'agriculture et tout. Mais la culture aussi. Et c'est là où je me dis que la culture sauvera le pays. Parce que lorsque les autres doivent aller creuser dans les mines, lorsque les gens doivent aller vraiment bêcher, fouiller, cultiver, le culturel, il est en train de créer. Il crée dans sa tête et ce qu'il crée est consommé et ça fait entrer de l'argent. Donc, on doit tenir compte de tout cela. De la même manière qu'on tient compte de mines, on tient compte de l'agriculture, on tient compte, c'est pas moi, il faut qu'on tienne compte de l'artisanat. Or, l'art, c'est vraiment cette créativité, c'est utiliser ce qui est là, c'est réfléchir à chaque instant. C'est cette industrie d'ailleurs que nous avons parlé, culturelle, créative, qui produit à chaque instant et qui génère des revenus. Le budget, en tant que tel, le pays, on me donne un pourcentage par rapport à la place que j'occupe. Mais je sais que c'est avec les culturels, vous les opérateurs culturels, que nous allons essayer un peu de remonter. Mais comme notre secteur est privé, c'est vraiment un secteur, je l'appelle moi privé, c'est un secteur libéral. Nous faisons l'accompagnement, nous soutenons, mais nous avons une porte ouverte pour le partenariat, pour les appuis, pour les sponsoring, les mécénats, comme ça se passe ailleurs. Du moment que c'est l'économie, c'est comme les commerçants, hein, les opérateurs économiques. Vraiment, je ne les vois pas demander à l'État, donnez-nous l'argent pour qu'on fasse. Effectivement, on peut leur donner des subventions pour les permettre de prendre de l'envol. Et à un moment donné, c'est vraiment question de coopération, de business. Donc, comme les opérateurs économiques demandent des crédits peut-être à des banques, ce sont des privés, de cette même manière, les opérateurs culturels devraient procéder parce que ce sont des opérateurs culturels et économiques. Et donc, nous voyons la subvention, les budgets de l'État, petit qu'il peut être, évidemment, ça sert à payer le frais pour les experts, pour les agents qui essaient un peu de mettre la paperasse en place, qui travaillent, qui réfléchissent avec vous. Et en même temps, ça essaie un peu de mettre en place les petits moyens pour renforcer les capacités, pour aider à créer un peu de la matière
Et maintenant, les opérateurs, les partenaires, les investisseurs, moi je les invite d'ailleurs, j'invite les Ah, c'est investisseurs. exactement ce que je veux dire. Est-ce que vous avez un appel là à Oui, faire aux investisseurs oui, ou oui. aux partenaires? J'invite les partenaires et les investisseurs, que des investisseurs congolais comme étrangers à s'intéresser à la culture au Congo. Le patrimoine, nous avons vraiment beaucoup de richesses. Et ce n'est même plus à démontrer. Les gens qui ont essayé sont en train de se retrouver dans le cinéma, dans le théâtre, dans la musique, dans la sculpture, la peinture. Nous avons vu la jonglerie conte et conteur. Nous avons vu avec le jeu de la francophonie la question de la création des danses, la littérature. Nous avons vu la question de la création numérique. C'est vraiment de l'argent parce que ça fait passer de la publicité. Et donc, nous invitons les investisseurs à venir au Congo. Nous avons un patrimoine important. J'essaie un peu de citer, qu'il soit immatériel, qu'il soit matériel, physique. On connaît qu'aujourd'hui, le monde connaît les problèmes d'eau. Par exemple, l'eau en tant que l'eau, c'est précieux et c'est devenu rare. Or, le Congo possède de l'eau. Nous avons l'eau. Nous avons notre fleuve, nous avons des rivières et tout. Les investisseurs devaient venir parce que tout ça est culturel. Nous savons comment nous sommes liés à notre nature et comment est-ce que nous devons faire en sorte que cette nature nous serve, nous, et serve les autres aussi. Donc, les investisseurs, les jeunes, vous qui êtes des créateurs, je vous invite à ne pas baisser les bras et à continuer à créer encore des startups. On en a besoin. Le gouvernement est là, il peut aussi mobiliser d'autres gens. Récemment, il y a des partenaires coréens et japonais et chinois qui sont venus, qui pensent nous accompagner dans les infrastructures parce que nous en avons besoin. Ce sont des défis. Nous avons les défis d'infrastructure, les défis de renforcement des capacités, les défis par rapport à l'identification, parce que vous avez parlé de la question de la numérisation. Il faut avoir des équipements et tout. Les investisseurs, il y en a ceux qui viennent des partenaires, des Coréens, des Japonais, des Chinois, de Français et d'autres gens, même des Africains qui viennent, qui considèrent qu'ils peuvent appuyer. Mais la porte est ouverte. Le Congo, il est géant, c'est vraiment un pays continent et la création est là. L'accompagnement est demandé, l'encadrement du gouvernement est déjà donné parce que c'est vraiment une offre. Dans le programme du gouvernement, nous sommes là pour encadrer et nous avons besoin de renforcer l'essence de la coopération. D'ailleurs, c'est pour cela que moi, je suis venu ici. C'était pour rencontrer les autorités de l'UNESCO qui nous accompagnent dans la question du patrimoine, dans toutes ses facettes avec les conventions. Et j'ai rencontré les autorités de l'État hôte, c'est-à-dire de la France, dans le secteur de la culture, où j'ai vu l'autorité et les institutions de la culture. Nous avons réfléchi sur la question de la coopération bilatérale et multilatérale. Nous avons rencontré les gens des musées, les gens des archives et du patrimoine en général. Je pense qu'il y a lieu d'espérer que notre budget n'a pas besoin seulement de dépendre de l'État, mais aussi des Des partenaires. partenaires. Comment est-ce que vous voulez donner de la visibilité à chaque discipline? Comment vous allez vous y prendre? Quand j'ai pris les affaires, je considérais qu'il fallait qu'on anime notre secteur et nous devions partir de l'existant, de ce qui existe, ce sont les arts. C'est universellement reconnu comme ça, nous ne créons rien. Il y a ce qui est reconnu, les 11 arts. Et nous avons pensé les valoriser selon les talents qu'il y a chez nous. D'abord, ça cherchait à savoir, est-ce que nous avons des talents dans tous les arts. Alors, quand nous essayons de voir l'architecture, nous avons des talents dans l'architecture. Comment ils font leur travail, comment ils réalisent leurs œuvres, comment ils gagnent et comment l'État se retrouve dans les travaux qu'ils sont en train de faire afin que l'État le protège et exige à ce qu'on puisse utiliser cette main-d'œuvre, ces architectes congolais pour valoriser l'architecture congolaise. Il y a la question de la sculpture. Dans la sculpture, nous avons des géants. On a des géants comme Maître Liolo et les autres. Ils ont fait beaucoup d'œuvres. Ils sont partis, mais les artistes ne meurent pas. La sculpture, ça continue. C'est d'ailleurs ça notre âme, parce que notre sculpture, c'est des symboles, ça circulait dans le monde partout. Et d'ailleurs, quand nous sommes dans l'actualité aujourd'hui, c'est l'actualité de la restitution des biens culturels. Beaucoup plus, ce sont des statues, des sculptures, ça doit rentrer parce que c'est ça notre originalité. Comment ceux-là qui ont fait ces statues sont reconnus.
nous devons mettre des écoles pour ces sculptures et il faudra que les gens puissent continuer à les faire. Comment les valoriser? C'est les valoriser selon chaque milieu. Parce que chez nous, nous avons 26 provinces avec la capitale, bien évidemment. Et dans chaque province, il y a une particularité. Chaque province a ses sculptures. Ça doit être connu, ça doit être valorisé, mis dans le musée. On doit faire des expositions. On doit écrire là-dessus. On doit faire même des films là-dessus. Nous arrivons sur la question de la peinture. La peinture chez nous, cette mosaïque de peinture, des couleurs, ça existe. Comment on utilise la peinture? Cette même peinture, on l'utilise pour des tableaux. Ça coûte combien un tableau? Ils sont combien qui font les tableaux? Ça peut être l'art contemporain, il y a des peintures, des anciennes peintures. Même dans l'architecture, la peinture entre. Dans la sculpture, il y a la peinture qui entre dedans. Comment on fait cette complémentarité et comment chacun retrouve son compte dans ce qu'il est en train de faire? Il y a la musique. On a toujours pensé que notre pays, c'était un pays de musique. Or, voilà que la musique est en quatrième position. Comment est-ce que cette musique peut jouer en faveur et de la sculpture, de la peinture, de l'architecture? C'est du contenu pour valoriser, pour vendre l'image et l'identité. Comment l'architecte peut utiliser l'artiste musicien pour démontrer un peu les créations architecturales qu'il est en train de faire. Nous descendons un peu sur la question de la littérature. Comment les littéraires vont nous parler de l'histoire de Kipa Vita, par exemple? Comment les littéraires vont écrire sur les anciens, sur nos ancêtres, sur le leadership politique congolais à partir des ancêtres jusqu'à aujourd'hui? Comment nous allons valoriser dans la littérature nos rues, nos avenues, ce que nous produisons comme agriculture, qu'est-ce que nous avons comme richesse dans les sous-sols? Et tout ça, ce sont les littéraires qui vont le faire. Les musiciens vont chanter, les sculpteurs vont utiliser, vont le présenter. Les gens de la peinture vont aller puiser dans ce que nous avons comme matière première. Tu vois un peu comment ça s'interchange et chacun doit retriver son compte. La danse vient. Les gens pensent que c'est forcément avec la musique que la danse doit intervenir. Il y a la danse des créations, par exemple. Aujourd'hui, c'est une évolution. On peut danser sans forcément avoir même de la musique. On danse parce qu'on exprime quelque chose. C'est la littérature en même temps, c'est la sculpture, c'est l'architecture. Donc, ça évolue. Nous arrivons à la question du cinéma. Aujourd'hui, le monde entier, on connaît des grandes puissances. Ils sont grandes puissances aujourd'hui, c'est à cause du cinéma. Ils ont vendu l'image de leur puissance. Nous avons des choses à vendre. Les premiers cinémas, les premiers films qui ont été produits, c'est les films de Noirs. Et les Congolais, déjà en 1940, quand j'essaie un peu de lire l'histoire, il y a le premier film qui est passé au Festival de Cannes. Les gens ne le savent pas, c'est de l'histoire. Les cinémas. Comment expliquer que les autres pays sont maintenant puissants aujourd'hui? Nous avons participé au Festival de Cannes déjà en 1940, mais nous ne savons pas nous maintenir et évoluer. Il y a beaucoup de films qui se sont joués chez nous, mais qui ne sont pas connus. Voilà comment je me dis, on doit valoriser tout cela. Je viens à la question des médias. Vous, le média, c'est le 8e art. C'est connu comme ça en France, comme partout. Le média, c'est le 8e art. Mais les médias se distinguent toujours, alors que tout passe par les médias. Je veux faire passer un message, c'est les médias. Je vais ternir l'image, c'est les médias qu'on utilise. Je vais laver l'image, rendre l'image vraiment potable, c'est les médias qui le font. Comment les médias travaillent pour la culture? Comment les médias vendent notre architecture, notre peinture, notre sculpture, notre musique, notre danse et notre littérature? Ça s'imbrique tellement que le théâtre, ça va peut-être bien évidemment avec le cinéma, mais est-ce que c'est encore dans nos pratiques? Les gens pensent que c'est déjà dépassé, alors que j'arrive ici à Paris, quelqu'un me dit que je ne saurais pas te voir, Madame la ministre, je dois aller au théâtre. Tu vois un peu ce que ça fait. Ça existe chez nous. Les infrastructures, comme je le dis, on doit les adapter selon l'évolution aujourd'hui et valoriser le travail de ces jeunes. Les jeunes qui sont dans le théâtre, qui sont dans les cinémas, qui sont dans la peinture, qui sont dans la photographie. Parce que la photographie aussi, c'est vraiment l'art qui est actuel et qui a été là de tout le temps. Les photos que nous prenons, les gens sont en train de faire de l'exposition. Ce n'est pas tellement dans nos pratiques que nous voulons valoriser cela et que ça puisse se produire. Dans nos pratiques, quand on prend une photo, il faut que ça soit cette photo qui va produire, pas la photo qui va ternir et qui va insulter notre pays. Nous arrivons même à la question de la bande dessinée. Le BD, nous, on a connu ça quand on était jeunes, bien évidemment. Un enfant français, un enfant camerounais et tout. Aujourd'hui, on connaît les BD. Nous avons des grands BDistes dans notre pays. Comment nous les valorisons? Ils sont venus rester ici à Paris. Ils sont restés aux États-Unis et partout, alors que ils ont beaucoup de bandes dessinées à faire pour contribuer à l'éducation de la jeunesse, mais aussi de nous, la classe adulte. Nous, les jeunes,
nous les adultes, nous les vieux, nous avons besoin de participer, d'interagir. Il y a la question de la numérisation, et c'est le 11e art, d'ailleurs, je vais dire, je ne sais pas si j'ai tout parlé. J'essaie un peu de voir comment ça s'imbrique et comment ça doit être valorisé et comment ça doit être intériorisé. Et je sais que c'est possible. Et vous, de la diaspora, vous avez découvert cela parce que vous êtes en train de le faire. Vous le faites tellement bien parce que vous êtes dans ces contextes où c'est déjà bien systématisé, c'est bien structuré. On a besoin de vous pour venir aider à animer ceci, à venir avec les équipements, à faire des formations, à mener les littératures, les littéraires, les gens, la jeunesse, à fréquenter les bibliothèques. Il y en a chez nous, c'est vrai. Je sais, une fois, je suis arrivé ici en France, on me dit, mais madame, il y a des livres ici, on voulait que ça parte. Je me dis, donc il faut seulement que les livres viennent de la France. Alors qu'il y a des gens qui écrivent, j'étais avec la diaspora, ils écrivent sur les Congos. Et moi, je me dis que c'est une bonne chose. Peut-être nous ne lisons pas aujourd'hui. Mais quand nous allons prendre conscience et commencer à lire, il faut qu'on trouve quelque chose. Et j'encourage ceux qui sont en train d'écrire aujourd'hui et ils vont le faire. Voilà ce qu'un peu je suis en train de mais vous êtes penser. complètement, c'est vraiment un super moment. Et là, je vous provoquais tout à l'heure en disant qu'on pouvait Ouais, parler pendant ouais, longtemps, parce que là, c'est passionnant. ouais. Je crois que je vous ai retenu beaucoup trop longtemps, Madame la Ministre. Il va falloir qu'on arrête. En tout cas, vous parliez de cette diaspora. Ici, nous sommes à Paris. Alors, je fais partie d'un cercle, le cercle Niragongo, qui justement fédère cette diaspora congolaise, et on propose des choses pour le Congo, et Mhm. avec l'appui des partenaires. On est vraiment dans l'élévation du Congo, sans condescendance aucune. Et il y a aussi celui qui m'a permis de vous rencontrer, c'est le think tank Téléma. Cano, pour ne pas le citer, merci en tout cas. Je sais qu'il est ici avec vous. Et en tout cas, grâce à ces acteurs de la diaspora-là qui œuvrent, j'ai la chance de vous avoir aujourd'hui, d'avoir Merci. pu vous parler, Mhm. d'avoir pu échanger avec ce moment assez particulier. Et que je ne pouvais pas imaginer que je pouvais avoir le temps là d'aborder de cette manière pédagogique la question. Merci à toi aussi pour les questions parce que c'est pas tout le temps que nous sommes en face d'un communicateur qui nous pose des questions restant dans notre domaine. Parce que souvent, les gens aiment poser des questions, on nous amène dans la politique et tout, mais vous êtes resté, je vous apprécie pour vous êtes professionnel. Je Bon, voudrais que vous appreniez aux autres journalistes certainement, aux autres animateurs, de comment aborder les questions selon leurs spécificités. Ça permet à quelqu'un de donner de la matière. Vraiment, je vous remercie pour et ça. un dernier merci à l'UNESCO, au Mhm. professeur Mouzila qui était là, et à Pauline, parce que voilà, ils ont contribué aussi Ouais. à ce moment-là. Donc merci infiniment, merci Madame la Ministre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour terminer, pour finir, quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. C'est par rapport à notre langue. Nous avons dans notre pays 4 zones linguistiques. Ce sont des langues que nous avons. Nous avons l'obligation de les promouvoir, de les faire connaître. Je l'ai cité quand je disais de ce qui m'a émerveillé en rencontrant une jeune fille de 10 ans qui me parlait dans la langue alors qu'elle est née ici. Nous avons besoin de promouvoir nos langues et j'invite la diaspora et les jeunes à s'occuper aussi, à s'intéresser à ces secteurs de la langue. C'est notre identité. C'est ce qui renforce notre culture. Nous avons tellement la force parce que en dehors de ces 4 zones linguistiques, notre pays, c'est le pays qui regorge autant de langues vernaculaires, 450, parce que nous avons plus de 450 ethnies, et c'est ça notre diversité, la diversité culturelle. Nous avons besoin que ça soit reconnu et que ça soit considéré effectivement comme ce patrimoine que nous avons à conserver, à protéger et à véhiculer, à vulgariser. Et j'invite la diaspora à ne pas avoir honte de parler Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo et nos langues. J'ai été dans un musée, j'ai vu des masques Lega, j'ai vu des masques Chi, je les ai vus ici à Paris. Donc, nous sommes représentés et dans le Panthéon, c'est-à-dire dans le musée et tout, on est représenté. On devrait être fier de dire que on est grand parce qu'on représente cette grandeur. Merci Madame la Ministre, Catherine Katungu-Fora. Merci infiniment. C'était dans la bulle. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir, merci.